Et les Bretons ont failli plusieurs fois disparaître, littéralement. Ah oui, littéralement, on peut dire, oui, oui, tout à fait. Il y a eu des grandes batailles. Les batailles se sont déroulées naturellement d'abord au plus près des envahisseurs, c'est-à-dire dans la région de Douvres. C'est la région qui était le plus menacée. Les Anglo-Saxons avaient des implantations côté le Boulonnais, juste en face. Et donc il était très facile d'envahir l'île de Bretagne à partir de là. Donc les premières batailles ont eu lieu dans ces régions-là, et au fur et à mesure que le temps passait, eh bien, les Bretons étaient contraints de reculer. Et jusque vers 530, les Bretons sont face à face dans des positions figées, à la hauteur à peu près de l'île de Wight. L'île de Wight se situe à peu près à mi-longueur, de quelque sorte, du littoral sud de la Grande-Bretagne. C'est surtout les populations qui se trouvent prises en étau sans pouvoir se défendre. Donc, à mon avis, c'est à cette période-là qu'a lieu la plus grande migration des Bretons qui quittent l'île de Bretagne pour venir chercher le salut en Armorique. Ils avaient été précédés par des migrations infiniment moins importantes sur le plan démographique et dont nous avons gardé le souvenir par les vieux saints. Saint-Modèse, Saint-Sanson, tout ça. Ils sont arrivés un petit peu avant 490. Donc quand on voit l'évolution des événements après, on peut dire qu'ils ont constitué une sorte d'avant-garde. La migration des saints est bien avérée. Elle est avérée au VIe siècle sous les termes de Britannia, de Britannie, que l'on retrouve notamment chez Grégoire de Tours, Marius d'Avanches ou Fortuna, Venance Fortuna, donc des poètes contemporains qui connaissent la Bretagne, mais ce sont des observateurs extérieurs. Nous sommes à l'embouchure du Gouët entre Plérin et Saint-Brieuc. Le nom Saint-Brieuc est directement lié à cette vague d'immigration. Brieuc est un moine qui est originaire de Cardigan au Pays de Galles. Il aurait débarqué avec 168 de ses compagnons en Armorique. Ce serait établi le long du Gouët et probablement plus en avant, entre deux vallées qui étaient arrosées par une fontaine. Alors, cette fontaine, la mémoire a conservé un lieu emblématique est la chapelle Notre-Dame de la Fontaine, qui a été construite par Marguerite de Clisson, la fille du célèbre connétable Olivier de Clisson. Dans toutes les sources hagiographiques, on trouve des chiffres qui sont souvent les 12 comme les apôtres, 72 comme le nombre des disciples dans la Bible, 33 comme l'âge du Christ, je pense à 33 comme ceux qui entourent Saint-Malo, puis Guénolé aussi à Landévenec qui débarque avec 11 compagnons et lui-même, donc chiffre 12. On a donc souvent des chiffres symboliques qu'il faut prendre avec précaution. Mais le cadre idéal, il donne à imaginer, il donne à voir ce que pouvait être un lieu de débarquement des premiers migrants au début du VIe siècle. La Manche, c'était la Mare Nostrum de l'époque. Ce n'est pas une frontière. Il faut 24 heures pour aller... Vous prenez un bateau à la Berbrac, un bateau à voile, et le lendemain à midi ou à 16 heures, vous êtes en Cornouailles-Britannique. Ce n'est pas grand-chose, 24 heures, sur le plan météorologique, pour des bateaux qui sont à la voile. Donc on peut facilement prévoir une croisière et profiter d'une période de beau temps pour traverser. Revenons aux Saxons, parce que c'est quand même sanglant ce qui s'est passé. Ah, sanglant, le terme est tout à fait exact. Et là encore, c'est la toponymie qui va nous permettre, revenons de l'autre côté de la Manche, revenons dans l'île de Bretagne, effectivement, les batailles du côté de Douvres, et puis ensuite, de plus en plus, vers l'ouest, vers l'ouest, vers l'ouest. Et bien, toutes ces régions-là, si vous regardez la carte de Grande-Bretagne aujourd'hui, vous ne trouvez aucun nom breton dans la toponymie. Et on peut dire que toutes ces régions-là ont été écrasées culturellement. Ce n'est pas un excès, hein, c'est un auteur anglais récent a dit d'ailleurs que les Bretons avaient subi un apartheid, tout simplement. Il y a des textes qui disent, qui précisent que le statut des Bretons, c'était le statut de servage, hein, que la parole d'un Breton valait la moitié de celle d'un Anglo-Saxon, quoi. Ils ont été mis, ça a été une colonisation. D'ailleurs, si vous regardez la carte, vous retrouverez des noms bretons dans l'extrême ouest de la Grande-Bretagne, notamment ce qu'on appelle le Devon aujourd'hui, et le Cornwall, et ainsi qu'au Pays de Galles. Ces régions ont en commun de ne pas avoir été
colonisés par les anglo-saxons. Et il y a des témoignages affreux de l'époque où les gens sont obligés de gagner les montagnes, comme ils disent, et s'ils avaient le malheur de se rendre, ils étaient soit tués, massacrés, soit réduits en esclavage, quoi. Ah oui, non, c'était une abomination. Il y a eu un massacre à Bath, notamment. Ah oui, enfin, je suis osé de vous le dire, mais partout. Partout. Non, les temps étaient durs. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une volonté d'éradiquer... D'impérialisme de la part des anglo-saxons, hein, chacun voulant se constituer son royaume, le Wessex, l'Essex, le Sussex, et tout ça avec des rois pour le moins violents, il faut bien dire. Mais effectivement, le but, c'était de conquérir le pays, mais au sens absolu. L'origine du mot saxon? Ça nous ramène à l'indo-européen. Saxe, ça veut dire pierre. Et pierre, c'était ce qu'on utilisait les premiers poignards, en quelque sorte, était constitué simplement d'une pierre. D'ailleurs, vous connaissez l'expression mettre à sac. Mettre à sac, ce n'est pas les voleurs qui arrivent avec des sacs pour mettre leur pillage, non. Saxe, c'est au poignard, quoi. Donc, qui tue tout le monde, quoi. Mettre à sac, c'est ça que ça veut dire. Mais les Bretons, quelquefois, ils ont des soubresauts vainqueurs. Ah, c'est mieux que des soubresauts. Ils se défendent pied à pied. C'est remarquable, d'ailleurs, ce qui s'est passé pendant 150 ou 200 ans. Ah oui, oui, oui. Il y a une supériorité technique aussi des Bretons qui ont gardé l'organisation à la romaine. Pendant pratiquement 150 ans, ils s'affrontent régulièrement. Ils sont souvent vainqueurs contre les anglo-saxons. Il faut dire qu'ils ont hérité des Romains une organisation militaire sans faille. Ils ont eu la sagesse de garder cette organisation. Et il y a un personnage qui émerge des brumes du temps de l'époque, Ambrosius Aurelianus, dont le nom laisse supposer qu'il était de filiation romaine. Et il semble bien que c'est lui qui a relancé en quelque sorte l'organisation technique des armées bretonnes. Évidemment, au fur et à mesure du temps, les batailles vont se dérouler de plus en plus vers l'ouest. Les anglo-saxons vont finalement arriver au cœur du pays des Bretons. Je pense aux 3 villes principales les plus riches qui étaient Bath, Cirencester et Gloucester, comme on dit en français. Ces 3 villes-là étaient des villes très riches et on voit que régulièrement les anglo-saxons lançaient des corps de troupes à l'assaut de ces villes qui s'étaient dotées aussi de structures militaires solides et notamment ils occupaient ce qu'on appelle des hill forts du côté britannique. Hill fort, c'est-à-dire une colline forte sur lesquelles ils mettaient des citadelles qui étaient très difficiles à maîtriser. Donc ils pouvaient partir de ces 3 cités pour réorganiser la résistance. Tout à fait. Et d'ailleurs les hill forts étaient à côté des villes aussi. Hein. Les Bretons ont eu leur Austerlitz, c'est la bataille de Baden. Ou Badon, comme on veut, hein, Baden, qu'on l'on situe aujourd'hui du côté de Bath, vers 500, peut-être 503. Mais ça a été une bataille tout à fait décisive, effectivement. Ça a été l'Austerlitz parce que les anglo-saxons ont été sévèrement battus. Et il semble même d'ailleurs que les Bretons aient réussi à poursuivre les troupes en déroute anglo-saxonne. Donc ça a été quelque chose de tout à fait décisif qui a assuré 30 ou 40 ans de paix au pays. Et arrive le Waterloo. Oui, voilà. En 1577, donc 30 ou 40 ans plus tard, les anglo-saxons réussissent une percée et rencontrent le corps de bataille des Bretons, les meilleures armées, et les Bretons sont battus. C'est la bataille de Déorame, on peut dire que c'est le Waterloo des Bretons. Là, les jeux sont faits. À partir de Déorame, on sait qu'on ne pourra plus rejeter les anglo-saxons à la mer. La résistance continue, mais par saut de puce, en quelque sorte. Hein. Les Bretons se replient sur eux-mêmes ou est-ce qu'ils continuent leur processus d'immigration? La grande vague d'immigration vers l'Armorique, c'est vers 530, 550, 560 à peu près, quoi. Pourquoi se montrer aussi affirmatif? On n'était pas là pour vérifier les registres d'état civil, il n'y en avait pas, mais tout simplement parce que c'est à cette époque-là
que la région, l'Armorique, on commence à l'appeler la Bretagne. Pourquoi? Parce que les Bretons, à cette époque-là, commencent à être la population dominante, quoi. Bientôt vont apparaître les premiers rois de Bretagne. Lorsque la pression extérieure sera plus forte, les Bretons se tourneront vers des personnalités éminentes pour avoir un chef unique en quelque sorte, hein.